Et bonjour à tous, bienvenue pour le 27e numéro de la Perme. Dans ce numéro, nous allons parler de la race qui est en train d'occuper le devant de la scène médiatique et politique un peu partout dans le monde, et plus particulièrement dans le Nord global. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement au cas français, dans lequel la question de la race vient fracasser cet intouchable universalisme bien français. Et pour en discuter, nous aurons le plaisir de recevoir Mohamed Amer Méziane, Mehdi Mefta et Françoise Vergès. Et avant cela, on va débuter par une revue d'actualité. Et cette semaine, comme chroniqueur, je suis accompagné tout d'abord de Youssef Boussouma, militant au Parti des Indigènes de la République. Bonsoir. Bonjour. Et Radija Senadji. Bonsoir Radija. Bonsoir. Alors, avant de commencer l'émission, je vous invite, comme toujours, à partager l'émission, à liker, à vous abonner sur la page de Parole d'honneur. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Et comme d'habitude, si on a fait la perme, c'est pour vous donner la possibilité de poser vos questions et faire vos remarques aux invités. Donc, vous le faites dans la section commentaires et moi, je suis le live en même temps. Et j'essaierai autant que faire se peut de le faire remonter aux invités. Et bien sûr, vous pouvez le faire aussi durant la revue. Alors, pour commencer cette revue d'actualité, j'aimerais qu'on rende hommage tout d'abord à Maurice Rachfus, qui est décédé hier et qui fut avant-hier plutôt, et qui fut un grand militant contre les violences policières. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Youssef, s'il te plaît? Oui, Maurice, c'est une nouvelle triste, hein, on commence par cela. Maurice Rachfus était un militant, un type assez extraordinaire. Alors, la première particularité, c'est qu'il échappe de justesse à la rafle de juillet 42 à Paris, dite la rafle du Veldiv, et il se retrouve à 14 ans tout seul dans la rue, ayant pratiquement assisté à l'arrestation de ses parents de loin. Et il se retrouve tout seul et il va réussir à survivre. Et puis donc voilà, il va être accueilli par des gens. Et Maurice Rachfus, toute sa vie, va garder le souvenir de cette police française, de cette police vichysoise qui a participé à la rafle du Veldiv, enfin, qui l'a organisée même carrément, et avec bien sûr le sinistre Papon à la même époque. Et toujours est-il que du coup, Boris Rachfus va se concentrer sur les violences policières. Il faut vraiment lui rendre hommage parce que c'était le pionnier en termes de violence policière. C'est lui qui tenait un compte, d'ailleurs, qui tenait le compte, comment le sinistre compte des morts par violence policière. Et il avait fondé aussi l'Observatoire des libertés publiques. Et je me souviens que dans les années 90, déjà, c'est lui qui faisait le compte donc, des violences policières. C'était un des premiers à le faire. C'était un des premiers à le faire. Donc, pour lui rendre hommage, c'est quelqu'un d'extrêmement humble, d'extrêmement gentil. Et c'est vraiment une triste nouvelle que c'est. C'est pas un beau symbole qu'il soit mort à la période où les violences policières Oui, occupent le devant de la scène avec une manifestation il est qui a mort le jour même. une Il est dizaine mort de. le jour Voilà. même de la manifestation contre les violences policières. C'était un drôle de clin d'œil à l'histoire, oui. Mm. Alors, on va continuer sur le thème de la police avec une actualité qui n'est pas sans lien avec le sujet principal. Et j'aimerais qu'on parle des protestations actuelles des forces de l'ordre. Dernièrement, face aux mobilisations antiracistes de ces derniers jours, Castaner est monté timidement au créneau en disant tout d'abord qu'il allait interdire la clé d'étranglement et que les actes racistes dans la police allaient être traités avec, je cite, une tolérance zéro. Ce qui signifie peut-être qu'à demi-mot, que puisque ici ils étaient tolérés. Et donc, ces déclarations n'ont pas ravi les policiers qui souhaitent maintenant défendre leur privilège de pouvoir insulter et tuer des Noirs et des Arabes. Et ils ont décidé de montrer leur colère via des manifestations sauvages afin de faire pression sur le gouvernement. Alors, quel est votre regard là-dessus? On commence par Youssef ou Khatidja? Oh, Youssef. Khadija, vas-y. J'y vais. Oui, vas-y. Ben, tout d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que les syndicats, dans cette affaire, ils sont un peu dans leur rôle, puisqu'ils sont, d'une certaine façon, les gardiens de cet ordre corporatiste qui est la police. Et donc, on voit bien dans les protestations qui ont lieu actuellement qu'ils en veulent, ils fustigent à la fois Castaner, mais ils fustigent aussi Macron. Et en fait, ce qui est assez frappant, moi j'observe ça un peu de loin, puisque je regarde ça depuis la Belgique.
c'est qu'en fait, dans cette séquence, la tension, il me semble, qui oppose un peu la police en tant que corps et corporation professionnelle à Castaner, qui est surnommé comme étant le premier policier, le premier flic de France. Cette tension, elle n'est pas tout à fait nouvelle, elle ne résulte pas de la séquence actuelle. Il me semble qu'elle s'inscrit déjà depuis quelques mois, puisque le gouvernement actuel français connaît en fait depuis 3 ans qu'il est au pouvoir, que Macron est au pouvoir, connaît d'incessantes crises les unes à la suite des autres. Et au cours de ces crises, en fait, la police a été mis quand même à rude épreuve. Donc, il y a eu toute la séquence des Gilets jaunes, puis il y a eu toutes les grandes manifestations, les grands mouvements sociaux, notamment contre la réforme des retraites. Et on voit d'ailleurs à cette époque-là qu'en fait, la police, en tant que corporation professionnelle, ben, elle est traversée d'une certaine façon de tensions en son sein, puisqu'elle est effectivement un corps professionnel qui elle-même revendique des droits qui se sentait menacée par cette réforme des pensions en tant que professionnel et en tant comment dire, fonctionnaire d'État. Et puis, en même temps, ils sont au service d'un ordre étatique et donc ils ont une fonction tout à fait particulière dans l'architecture institutionnelle du pays. Et de son côté, le gouvernement, eh bien, il est arrivé actuellement également à devoir trouver un équilibre fragile, puisque ces 3 années l'ont fortement fragilisé, donc où il a connu crise sur crise. Et au sortir de cette crise du Covid, dans le déconfinement, eh bien, il doit trouver un équilibre qui est relativement fragile entre le fait de devoir surtout pas raviver en fait des tensions sociales qui sont palpables et qui ont simplement été mises un peu en sourdine le temps du confinement, et en même temps il se retrouve face à une nouvelle vague en fait de contestation, cette fois-ci d'ordre, sur le volet plutôt racial et colonial, et donc il doit trouver un juste équilibre et on voit qu'en fait cet équilibre fragile n'est pas facile à tenir, tant pour Castaner que pour Macron, dont le discours était relativement tiède à l'égard de la police. Hier, j'ai un petit peu suivi. Mais en même temps, je me dis, et moi j'observe toujours ça depuis la Belgique, je me dis que le fait que Castaner ait désavoué d'une certaine façon la semaine dernière la police, même si ça peut être une tactique provisoire, ça peut être et on le voit d'ailleurs parce que très vite, il s'est rattrapé en essayant d'écrire un courrier, en essayant, et puis dans le discours de Macron, on voit d'ailleurs que le discours est fortement civilisationnel, donc il appuie finalement quelque part le discours de la police, mais sans le dire. Mais je me dis qu'en fait, cette brèche qu'il ouvre, elle est quand même intéressante parce que nous, par exemple, en Belgique, jamais le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ne désavouerait de cette façon-là sa police. Donc malgré tout, malgré le fait qu'on puisse penser voilà, que c'est une tactique pour échapper et pour sortir un peu la tête haute de ces tensions qui sont celles auxquelles le gouvernement doit faire face, on peut s'engouffrer dans ces brèches-là et essayer quand même de prendre appui dans les luttes tant que ces discours-là existent, je me dis d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Tu vas ajouter un point, Youssef? Oui, bah, tout à fait. L'essentiel a été dit. Alors, on a vu les policiers faire la grève des menottes. Alors, on les a vus aligner, jeter leurs menottes par terre, comme ça, dans un geste. Non, non, ils veulent maintenir cette façon de tuer, disons-le. Et parce qu'en plus, ils ont d'autres méthodes. Hein. Et ce qui est grave, c'est qu'on le voit une fois de plus. Eh bien, en fait, c'est faussement qu'on a l'impression que les policiers mènent la barque. Ils ont encore une fois le pouvoir que le pouvoir politique veut bien leur donner. Et il serait, à mon avis, pas très correct d'imaginer que c'est la police qui prend l'ascendant sur le pouvoir politique. Alors, Castaner, pour l'instant, n'a pas été débarqué. Il va sans doute rester. Et non, c'est une sorte de jeu qui se joue entre le pouvoir et la police. Et c'est à qui parlera le plus fort. Mais en vérité, ils sont tout à fait d'accord. Je veux dire, la police n'usurpe pas de pouvoir. Elle a le pouvoir que les politiques lui donnent. Alors, pour la troisième actualité, on va rester toujours en lien avec le contexte politique actuel de forte mobilisation antiraciste. Et j'aimerais qu'on aborde le cas des déboulonnages de statuts que l'on voit un peu partout dans les pays du Nord.
avec des statues qui sont renversées car elles représentent des personnes ayant eu un rôle important dans l'esclavage, dans la colonisation et dans l'impérialisme. Alors certains, comme Pascal Blanchard, s'y opposent en prétextant que, au contraire, il faut regarder l'histoire en face et que ces statuts témoigneraient des crimes européens qu'il faut au contraire pas oublier, mais les affronter. Radija, il me semble qu'en Belgique, il y a eu des statuts de déboulonnés. C'est quoi ton regard là-dessus? Mais oui, effectivement, donc c'est un mouvement un peu transnational qu'on observe de Boston enfin, Bristol, à Anvers chez nous ou encore à Bruxelles. Et il n'est pas tout à fait étonnant en fait, de voir que la Belgique est quelque part fait partie des pays qui sont à l'avant-plan de ce vaste mouvement de déboulonnage de statues. C'est pas une question qui est nouvelle en Belgique, c'est une question qui est déjà portée par des militants, des collectifs militants depuis de nombreuses années qui se sont spécialisés même sur ces questions-là de décolonisation de l'espace public. Et puis surtout, la Belgique est un pays où le déni colonial est extrêmement profond. En fait, il est quelque part constitutif de la société belge. Il n'y a jamais eu de regard porté sur le passé colonial belge au Congo. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus. C'est une question qui n'est absolument pas questionnée, qui n'est pas débattue, qui n'est pas enseignée à l'école. Et paradoxalement, dans le même temps, l'espace public regorge mais véritablement regorge de symboles de gloire, en fait, qui glorifient ce passé colonial. Donc, on ne compte plus le nombre de bustes, le nombre de statues, de noms de rues, de boulevards qui font explicitement référence à la période coloniale et qui glorifient donc ce qui sont considérés comme les héros de la colonisation et notamment la figure la plus de Léopold. emblématique, c'est celle de Léopold II, donc avec sa grande statue équestre qui surplombe la place du trône à Bruxelles. Et donc, on est dans cette forme de paradoxe où il y a une chape de plomb et en même temps une propagande coloniale qui Mm. s'exprime à tous les coins de rue. Et donc, ça prend place véritablement dans ce contexte-là. Alors, la portée de ce geste de déboulonnage qu'on observe, donc il y a eu effectivement plusieurs statues qui ont été déboulonnées qui sont recouvertes de peinture rouge pour rappeler en fait le sang des Congolais versé durant la colonisation, les massacres coloniaux. Ce geste de déboulonnage qui se fait un petit peu à l'arrache de plus en plus ces derniers jours, il vise précisément à questionner cette propagande coloniale, à questionner l'hégémonie blanche et à Mm. inscrire également la généalogie des populations afrodescendantes en Belgique, puisque leur présence n'est évidemment pas sans lien avec ce passé colonial et leur présence est encore aujourd'hui marquée par différentes formes de colonialité, du pouvoir, de l'être, et donc il s'agit de pouvoir Ouais. questionner ces formes encore présentes coloniales. Et puis surtout à travers ce geste de déboulonnage, il s'agit aussi de poser de manière assez claire la question de la restitution et de la réparation, puisque Mm. lorsqu'on aborde le passé colonial belge, la question qui se pose, c'est celle du pillage, en fait, puisque la Belgique s'est construite véritablement sur ce pillage, le pillage des richesses au Congo. Et nos institutions, à la fois culturelles mais scientifiques, regorgent encore aujourd'hui d'objets de ce pillage et même de restes humains. L'Institut, par exemple, royal des sciences naturelles abrite plusieurs centaines de crânes humains et ce sont autant de morts qui, évidemment, ne peuvent pas Ouais. repasser en paix tant qu'ils n'ont pas été restitués à leur famille au Congo. Et donc, face à ça, eh bien, il y a des critiques assez vives, les tenants de la contre-révolution coloniale, évidemment, qui se dressent pour faire en sorte que ce déboulonnage n'ait pas lieu, parce qu'évidemment, ils se sentent menacés dans leurs privilèges d'anciens colons et de descendants de colons. Et la tactique, en fait, c'est de dire que le déboulonnage aurait pour vocation de masquer l'histoire ou d'occulter l'histoire, ce qui est tout à fait d'une mauvaise foi absolue, puisque évidemment l'occultation de l'histoire, c'est ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et donc, au contraire, le déboulonnage a pour vocation plutôt de rétablir une vérité historique. Et donc, il prône plutôt une forme de pédagogie très consensuelle, très Mm. inoffensive, qui évidemment ne remet absolument pas en question l'hégémonie blanche, absolument pas en question le rapport de force. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir capitaliser sur le mouvement actuel pour rendre plus offensif, évidemment, ce geste-là et pouvoir le prolonger par la question des restitutions et de la réparation. Oui, oui, on n'a pas besoin d'une statue d'Hitler pour ne pas oublier l'histoire
de la Shoah. Toi, Absolument. Mais on- Youssef qui est historien, est-ce que ça ne te chagrine pas qu'on piétine comme ça des statues qui témoignent de l'histoire? Mais non, parce qu'en fait, le choix, il a toujours été fait. Au cours des siècles, par exemple, comment les historiens officiels choisissaient les histoires, comme on dit, entre guillemets, les histoires de la grande histoire, ils les choisissaient. Et c'est faux, comme l'a dit M. Macron dans son discours, c'est faux de dire que la République assume toutes ces figures. C'est pas vrai. La République et même la France d'une façon générale. Mais la République n'assume pas comment toutes ces figures. Et pour commencer, la Commune de Paris, qui est régulièrement complètement oubliée, qui est pratiquement absente des programmes scolaires. Donc c'est faux, il y a un choix qui est fait. Et si le gouvernement, enfin si les gouvernements de la République française successifs, eh bien depuis la première, eh bien ont eu leur figure, eh bien il y a une chose qui est certaine, c'est que en ce qui concerne la colonisation, eh bien là il y a un unanimisme et on peut dire que de la droite et de la gauche, eh bien ils s'entendent pour conserver ces. Alors en France aussi, on a beaucoup de figures comme ça. On a Gallieni, hein, il y a même une ligne de métro qui porte son nom. On a Feder, on a Colbert, ça a été dit. Mais je ne vois pas pourquoi on ne remettrait pas en question comment ces statuts et dans la mesure où ces statuts, c'est pas uniquement des statuts, des noms de lieux également, eh bien, peuvent être considérés comme une véritable offense pour les descendants de l'immigration post-coloniale, qui voient là comment les artisans même de cette colonisation. Et si je pense à Gallieni, il faut évoquer l'œuvre de Gallieni à Madagascar, les massacres qui ont été commis au nom de cette République. Ou Par exemple, comme a relevé Franco, il y a aussi la statue de Colbert vers l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale, exactement, il y a Colbert. Ouais. Il y a énormément aussi en France hein, de noms de rues, il y a Bugeaud, etc. Et voilà. Et je pense que ça peut être considéré comme une offense et on doit écouter les arguments des gens et à mon avis, bah, il faut également comment faire confiance. Si ces gens se sentent offensés, c'est une réalité. Ça n'est pas à occulter. Et pour terminer sur ce point, Youssef, pour terminer sur ce point de Youssef des statues, que penses-tu des fascistes anglais qui encouragent en riposte à remonter les statues du prophète Mohamed, Oui, paix et bah, bénédiction sur lui? les réciprocités en ce moment sont courantes. Et oui, alors ça c'est tout à fait amusant. Les statues du prophète, ça c'est rigolo parce qu'il y en a pas. Mais peut-être qu'ils ne le savaient pas de toute façon. Mais bon, c'est important de leur dire, de leur expliquer. Même en tant que musulman, on les encourage à le faire. On les encourage à le faire. Si une voie est statue, il faut la détruire. Alors, on va terminer. Alors, on va essayer d'être un peu plus court pour cette dernière actualité. Alors, je vais passer pour un sioniste parce que j'ai l'impression que je le dis à chaque fois et à chaque fois, ça concerne la Palestine. Donc, Non, non. De toute façon, on en est convaincu. les doutes vont être sur moi. Donc, pour terminer cette revue d'actualité, j'aimerais qu'on parle de BDS, puisque le Voilà. mois dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que le boycott était un droit citoyen et qu'il n'était donc pas possible d'interdire le boycott d'Israël. Alors, est-ce que pour vous, c'est une vraie victoire? On commence par toi, Khadija, et on finira par Youssef. Je pense que c'est une victoire parce qu'elle arrive aussi à un moment particulier. Donc, on est dans la séquence qui suit le plan de paix, qui est un plan, je ne sais pas si on peut appeler ça un plan de guerre de Trump, et l'annonce des velléités d'annexion de l'État d'Israël, donc qui projette de rendre ça officiel à partir du 1er juillet. Et donc, cette décision, pour moi, c'est quand même clairement une victoire éclatante du mouvement BDS, une victoire qui est coulée dans le droit contre le régime israélien d'apartheid et sa législation anti-BDS. Et donc, cette victoire-là, elle permet de délégitimer la criminalisation des discours et des mouvements antisionistes et leur assimilation à l'antisémitisme. Je pense que vous avez quand même une expérience assez probante à ce niveau-là en France. Elle permet aussi d'avoir une assise beaucoup plus forte pour dénoncer aussi la complicité des États européens à l'égard de la colonisation européenne, puisque c'est une décision qui vaut pour l'ensemble des États européens, et donc du coup d'accroître la pression sur Israël à un moment tout à fait crucial où on assiste à une radicalisation de la politique israélienne en matière de colonisation et de volonté d'annexion
toujours plus grand de nouveaux territoires. Donc, Mmh. c'est aussi une victoire qui marque l'importance de l'action militante et de l'action de la société civile. Et ça fait écho aussi à ce qu'on connaît plus largement aujourd'hui à travers le monde. Et donc, c'est une reconnaissance finalement de la capacité de reconnaître aux militants une capacité à pouvoir peser à travers leur action sur des questions de grande importance, et Mmh. notamment en lien avec les relations internationales. Mmh. Oui, Youssef, terminé? tout à fait, c'est l'article 10 donc de ces droits européens, enfin de la Charte des droits européens, sur la liberté d'expression, qui effectivement a servi d'appui à cette véritable condamnation de la France à la Cour européenne. Et il faut dire que c'est une bonne chose parce qu'en France, alors en Belgique, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en France, il y a eu à plusieurs reprises des condamnations donc, de militants de BDS et puis des juges qui, de façon totalement inique et illégale, confirmait des poursuites contre des militants et même des condamnations. Alors, c'est une excellente chose parce que la France est quand même tenue de se tenir à cela. Alors, sur l'effectivité, on va voir, parce que le problème, c'est que, bon, évidemment, il ne suffit pas d'être d'accord avec BDS pour que, d'abord, BDS est la pièce de l'arsenal des militants. Il n'y a pas que BDS, il y a beaucoup de choses, mais BDS, c'est la partie la plus importante. C'est celle qui nous permet de faire pression réellement sur l'État d'Israël. Et j'en profite pour dire que dans cette lancée concernant la Palestine, eh bien, j'en profite pour dire qu'il va y avoir une manifestation à la fin du mois, le 27 juillet à Paris, hein, à Barbès. Juin. 27 juin, oui, 15 heures à Barbès. Et évidemment que tout le monde est appelé à participer à cette belle manifestation. Peut-être qu'on pourra voir une photo de l'affiche tout à l'heure. Mais en tout cas, avec BDS, les manifestations sont un des moyens d'exprimer sa solidarité avec la Palestine. Et nous espérons que nous serons très nombreux. Mmh. D'accord. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour la revue d'actualité. Merci Youssef, merci Khadija. Au plaisir de vous revoir une prochaine fois au poste de chroniqueur Au pour cette revoir. d'actualité. Merci à vous deux. On va passer tout de suite à la discussion sur la race et l'universalisme français. Et comme transition, pour permettre à nos invités d'arriver, je vous propose de regarder un petit extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron prononcée hier, dans laquelle il aborde l'actualité antiraciste. Donc on regarde la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Cette reconstruction économique, écologique et solidaire sera la clé de notre indépendance. Elle sera préparée durant tout l'été avec les forces vives de notre nation pour être mise en œuvre au plus vite. L'indépendance de la France, pour vivre mieux, exige aussi notre unité autour de la République. Tel est le deuxième axe de cette nouvelle étape. Je nous vois nous diviser pour tout et parfois perdre le sens même de notre histoire. Nous unir autour du patriotisme républicain est une nécessité. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde? Non. Notre combat doit donc se poursuivre, s'intensifier, pour permettre d'obtenir les diplômes et les emplois qui correspondent aux mérites et talents de chacun, et lutter contre le fait que le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire
toutes nos mémoires. Notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible d'une rive l'autre de la Méditerranée, avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. Nous ne bâtirons pas davantage notre avenir dans le désordre. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Et on est de retour pour cette discussion sur la race et l'universalisme français. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Mohamed Amer Méziane. Je ne sais pas si on... Ah voilà, sa caméra est activée. Donc Mohamed Amer Méziane qui est philosophe, qui est actuellement enseignant et chercheur postdoctoral à l'Université Columbia de New York. Et ses travaux portent notamment sur l'islam et le sécularisme, sur la religion, sur le postcolonialisme et la décolonialité, ainsi que sur la philosophie de la race. Bonsoir à toi, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je précise aussi que là, tu es en direct des États-Unis, donc chez toi, il est 13h. Bonjour. Les connexions au cas où. Donc, je précise ces petits détails. J'ai aussi le plaisir de recevoir Mehdi Mefta, militant antiraciste décolonial et membre du Parti des indigènes de la République. Bonsoir à toi, Mehdi. Oui, bonsoir, Wissam. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Et enfin, si on arrive à régler les petits soucis techniques, là, on va recevoir Françoise Vergès, qui est militante antiraciste et décoloniale, qui est membre de l'association Décoloniser les Arts et qui est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Un féminisme décolonial, qui a été édité à la Fabrique en 2019. Donc là, on va essayer de l'avoir à la connexion, mais on va quand même commencer entre nous trois la discussion. Donc, on va revenir sur la vidéo de Macron, mais pour commencer notre discussion de manière un peu générale, je voulais savoir quel était votre regard sur la période que nous sommes en train de vivre. On a l'impression vraiment de vivre un moment particulier, voire historique, où la race, elle est mise sur le devant de la scène et occupe tous les débats. Pour vous, est-ce que c'est vraiment le cas et quelles en seraient les causes? On commence par toi, Mohamed. Oui, oui, on vit une période historique, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense simplement qu'il ne faut pas exagérer de manière arbitraire et abstraite le caractère de rupture de ce qu'on vit par ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, depuis le début de la pandémie, il me semble que c'est l'État qui redevient le centre de l'affaire, alors qu'on nous avait dit qu'au fond, l'État-nation cesserait d'être au cœur des problèmes politiques, puisque au fur et à mesure de la mondialisation, fondée sur l'ouverture des frontières, etc., on aurait une sorte de déclin. On aurait une sorte de déclin de l'État. Ah, pardon, excuse-moi, Mohamed. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Oui, Françoise, on t'entend. Alors, on continue avec... Voilà, on continue. Excuse-moi, je t'ai coupé, Mohamed. Et après, on reprend avec toi, Françoise. Vas-y, Mohamed, désolé. Et donc, ouais, c'est OK. Et donc, du coup, oui, je disais qu'il n'est pas du tout étonnant, puisque du coup, l'État redevient le centre, en fait, hein, de tout ça, et de la violence d'État particulièrement. Il n'est pas du tout étonnant que ce soit, en fait, contre les formes de violence étatique que la contestation s'organise après ce confinement, et non pas autour de questions abstraitement écologiques du type protection des animaux et autres idéologies en vogue du non-humain, quoi. Ensuite, moi, il me semble que, même si ça a été mentionné dans certains articles, mais très peu, il me semble que notre mémoire est un peu courte dans la mesure où il me semble qu'il y a une continuité entre ce qu'on vit et le 11 septembre et tout le dispositif de militarisation qui a été en fait déployé au cœur même des États-nations, notamment de l'Occident évidemment, après le 11 septembre. C'est pour ça qu'il me semble que l'islamophobie en fait joue un rôle dans ce qui est en train de se passer, dans le fait de faire une espèce de primat de l'ordre sur la justice qui est en fait en ce moment contestée pratiquement, et qui se voit par exemple dans le fait que certains acteurs de l'insurrection noire en cours aux États-Unis par exemple sont traités de terroristes. Donc il me semble que
il me semble que pour cette raison-là, on vit un moment historique, bien sûr, et en même temps, on ne vit pas du tout un moment qui serait dans une sorte de rupture où d'un coup, tout se politiserait en fonction d'enjeux du type l'écologie, le non-humain, etc. Voilà. D'accord. Alors, Françoise, tu viens d'arriver, donc je t'ai présenté pour les auditeurs. Et là, je demandais, la question que je posais, c'est que, est-ce que pour vous, on vit un moment historique avec la race sur le devant de la scène? Est-ce que vraiment, on vit un moment important, particulier dans l'histoire? Et si oui, quelles en seraient les causes selon vous? Oui, je dirais c'est un moment historique. Ça ne veut pas dire que je ne conçois pas l'histoire en termes de rupture, les tournants à la manière du récit occidental, mais je pense qu'il y a des points quand même dont on peut parler. Et je pense qu'en ce moment, il y a un point, ce qui me frappe, mais qui évidemment est porté sur les épaules des mouvements depuis 2 ans, notamment contre les violences en Asie, dans les Amériques nord et sud et centrales, en Afrique, et qu'il y a cette question de la violence est au cœur maintenant des luttes anticapitalistes et antiracistes. C'est-à-dire que c'est pas il y a de la violence, un fait à côté, la violence est absolument intrinsèque, absolument inévitable, un des fondements du système. Il ne peut fonctionner qu'à travers la violence, qu'à travers le fait de porter la mort, la mutilation, la torture. Et donc c'est là qu'il faut, je pense que c'est cette notion de violence au cœur, et pas seulement de l'exploitation et de la dépossession, mais la question de la violence au cœur même de l'exploitation, du racisme. Il ne peut pas avoir d'exploitation, il ne peut pas avoir de domination sans effectivement recours à la violence. Donc je pense que c'est tout le travail qui a été fait depuis des années, évidemment, le travail de réflexion, le travail de mobilisation, le travail politique, le travail militant, qui a aussi donc à sensibiliser à cela, et qui du coup peut se décliner sur les questions de violence policière, de violence contre les femmes, les féminicides, la violence environnementale, mais qui part en fait d'une prise de conscience de lutte pour la justice, de lutte pour l'égalité contre l'exploitation, mais qui remet cette question de la violence, qui met cette question de la violence au cœur absolument de cette structure. C'est-à-dire que ce n'est pas un épiphénomène de quelqu'un, c'est absolument intrinsèque. Et donc la lutte pour dépasser cela, ça sera effectivement de prendre à corps cette question de la violence et de voir comment elle s'organise, comment elle se met en place, comment elle est naturalisée, comment elle est normalisée, quels sont les corps qui effectivement en sont les porteurs, mais aussi les victimes, puisqu'il y a effectivement la politique du meurtre, qui a toujours été une politique coloniale qui, depuis le début du XVIe siècle, est vraiment devenue absolument globale. Ouais. Mehdi, toi, même question, est-ce que tu penses qu'on est devant un moment historique? Et est-ce que toi aussi tu es d'accord dans l'idée que c'est pas une rupture, mais c'est une continuité, notamment une continuité avec le combat antiraciste qui a été mené depuis de longues années? Est-ce que là, c'est un des résultats de cette lutte antiraciste? Oui, en fait, d'une manière générale, d'abord, je vais parler d'abord de la période récente. En fait, on avait le Covid, il y avait l'installation d'une sorte de régime de protectorat dans la majeure partie des pays, avec une sorte de contrat, on vous protège et vous obéissez. Ça veut dire avec un contrôle social accru, démesuré, avec de l'autre côté aussi des morts beaucoup plus importantes, notamment chez les Noirs américains, les hommes noirs américains, aussi à Saint-Denis. Et donc, en fait, on voit se déployer dans le monde, en fait, c'est une contestation, c'est dans un cycle général, une contestation de la suprématie blanche. Contre les violences policières, ça c'est incontestable, contre l'exploitation que subissent les colonisés de l'intérieur, et aussi dans le cadre français, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu après le confinement, les 2 grandes mobilisations les plus importantes étaient la mobilisation des sans-papiers, les sans-papiers qui sont par excellence ceux qui contestent l'impérialisme des frontières, ceux qui contestent en fait l'État-nation dans ses prémices même, dans la séparation entre les étrangers et les nationaux, entre les citoyens et les non-citoyens. Et de l'autre côté, on avait aussi la question de violence policière qui était très très importante pendant le Covid, parce qu'on avait plusieurs assassinats, plusieurs meurtres dans les quartiers populaires, notamment concernant les Arabes, les Noirs
des Roms. Et donc, toute cette lutte qui s'est sédimentée tout au long des années, et elle avait pour résultat aussi l'explosion, en fait, en termes de mobilisation massive, notamment des comités Adama et d'autres collectifs. Et donc, l'intérêt, c'est la contestation des régimes policiers, la contestation des racismes et de meurtres et d'assassinats que subissent les populations issues de l'immigration. Et de l'autre côté, et ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est le retour en force de la question raciale qu'on a essayé depuis un petit moment de la masquer à travers un certain nombre de récits et de dispositifs. C'est-à-dire la race, elle est ressortie alors qu'on n'imaginait pas qu'elle allait ressortir sur le devant de la scène d'une manière aussi massive comme on l'a vu et d'une manière surtout transnationale. Alors, je voulais rappeler tout d'abord aux auditeurs qui peuvent continuer à poser leurs questions et remarques sur le live et j'essaierai de les faire remonter. Et on a vu, juste avant que vous arriviez, on a vu un extrait de Macron et on voit ce dernier s'inquiéter de voir les Français, je le cite, se diviser pour tout, menaçant ainsi l'union nationale. Et il appelle ainsi à un retour au patriotisme républicain. Donc d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette expression de patriotisme républicain. Et ensuite, qu'est-ce que ça signifie pour vous, ces déclarations? Est-ce que ça manifeste, d'après vous, une réelle inquiétude dans les plus hautes sphères face à ce que certains, comme Macron, appellent le communautarisme, voire même le risque de sécessionnisme? Est-ce que selon vous, il y a une vraie inquiétude ou c'est plutôt une instrumentalisation pour fédérer derrière l'union nationale? Françoise? Je pense qu'il y a un peu les deux. Je pense qu'il y a instrumentalisation, mais il y a un peu inquiétude. Je veux dire, la force des manifestations, la contestation est très forte depuis le début du mandat. De toute façon, les trois derniers, la Sarkozy-Hollande, les trois cousins, hein, Sarkozy-Hollande-Macron. Donc je pense qu'il y a une partie d'inquiétude et il y a une grande partie de cynisme. Ce sont quand même des gens, enfin ceux qui sont au pouvoir, ce sont des personnes qui sont là, ce sont les chargés de pouvoir du capitalisme racial. Et je pense aussi, par exemple, dans cette question de ce qui vient d'être dit, ce qui me fait penser aussi, c'est que, par exemple, la question de la pandémie et ensuite, c'est la manière de poser la protection. La protection ne viendra que de la police militarisée et que de l'État. Donc, pour être protégé, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité dans la rue, en fait, il faut que vous vous soumettiez. Il y a une énorme captation de la question de la protection et qui fait que pour que nous soyons protégés, enfin parce que bon, c'est quand même une question, nous devrions accepter absolument le diktat, la manière dont c'est fait, la militarisation des rues, la militarisation des villes, les contrôles, la criminalisation de la manifestation, la criminalisation du dissentement, la militarisation de pétitions, de captures, la criminalisation de gestes de protestation. Et là, donc, il y a aussi tout cela, c'est en fait parce que derrière son discours, il y a vraiment des mesures concrètes qui sont prises depuis quelque temps, avec vraiment des lois qui sont des lois pour entraver absolument la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer. Et là, oui, je pense qu'il y a quelque chose où finalement, il y a un État qui se révèle de plus en plus militarisé et criminalisant. Et c'est la seule réponse de toute façon que le pouvoir peut trouver à l'inquiétude qu'il a. Et puis cette crise ayant révélé, enfin le confinement surtout, ayant révélé tant d'inégalités raciales et sociales, tant de violence, il faut de nouveau à la fois vraiment faire taire le mécontentement, faire taire ces choses-là et ramener de l'ordre. Donc je dirais oui que c'est un appel à l'ordre, un appel au retour à l'ordre de l'hégémonie blanche, à l'ordre de l'hégémonie du capitalisme racial. Mehdi, tu partages ce constat? Oui, bien sûr. En fait, la force des mythes républicains, ce qui se présente toujours comme ne tolérant ni ordre, ni caste, ni race sociale. Et donc, il y a toujours une volonté d'une forme d'union nationale. Cette union nationale, on sait parfaitement contre quelle elle est dirigée. Parce que c'est ce qui est intéressant.
la République blanche, elle est dirigée contre qui? Eh ben, c'est la rhétorique de l'ennemi intérieur. Aussi, il y a la guerre extérieure contre les peuples du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient. Et d'autre part, toute cette rhétorique sur le communautarisme, on sait très bien qu'elle est née et est devenue très, très importante dans les années 2000. À un moment, en fait, où l'islamophobie a explosé d'une manière exponentielle en France, autour notamment de l'exclusion des filles voilées de l'école. Et je me rappelle très bien, à l'époque, en 2004, il y avait un rapport qui a été rédigé par la Direction centrale des renseignements généraux, et qui a été à l'époque énormément médiatisé et qui a servi comme un moment important pour imposer la rhétorique sur le communautarisme. Donc, c'est une enquête qui a été rédigée sur ce qu'ils appellent, eux, les quartiers sensibles surveillés. Et cette évaluation a été faite à partir de 8 critères. C'est important quand même de revenir sur ces critères-là. D'abord, le nombre important des familles d'origine immigrée qui pratiquent parfois la polygamie. Un tissu associatif communautaire, moi je reprends un peu leurs critères et leurs propres mots et leur propre lexique, la présence de commerce ethnique, la multiplication des lieux de culte musulmans, le port d'habits orientaux et religieux, les graffitis antisémites et anti-occidentaux, et l'existence au sein des écoles des classes regroupant les primo-arrivants ne parlant pas français, et la difficulté de maintenir une présence dite française d'origine, c'est-à-dire les Français, ce qu'ils appellent eux les Français de chose. Donc on voit parfaitement à travers ces critères-là, ce qui est problématique pour eux, c'est la constitution d'un communautarisme ou d'un séparatisme qui fait en sorte que les non-blancs deviennent importants dans un endroit déterminé, qui puissent créer des solidarités entre eux, et qui font une sorte de marronnage intérieur à l'intérieur de la France, une sorte de repli stratégique qui construisent leur propre force. Et donc, contre cette force qui se construit, eh ben, il y a la rhétorique du communautarisme et du séparatisme. Je rappelle aussi le livre qui est sorti aussi des années 2000, Les territoires perdus de la République. Donc, il y a une volonté d'une recolonisation, c'est-à-dire c'est un discours colonial, c'est-à-dire qu'il faut récupérer ces territoires perdus de la République. Il faut une reconquête, ça c'est le terme, une reconquête républicaine. Ça c'est le terme qui est aussi utilisé. Donc c'est juste pour en fait montrer un peu le contexte dans lequel il a émergé ce contexte, ce concept-là. Et si vous voyez très très bien d'une manière un peu longitudinale, ce terme, au début des années 2000, il a été, c'est-à-dire si on fait une recherche Google, à peu près 80, en l'occurrence c'était de l'ordre de 90 000 occurrences, et en 2007 ou quoi que ce soit, il était quasiment à 1 million d'occurrences quand on fait une recherche sur Google. Donc cette expansion de cette terminologie-là, elle est concomitante aussi à la volonté de détruire les résistances indigènes qui se déploient contre l'ordre colonial et l'ordre social. Mohamed ? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans l'ensemble. Je dirais simplement que ce qui me frappe dans ce discours, qui est très classique, c'est-à-dire que le commenter, c'est simplement commenter la façon dont fonctionne la raison d'État à beaucoup d'égards, et effectivement la raison d'État dans sa configuration républicaine française. Je dirais simplement que ce qui me frappe et que je trouve symptomatique, c'est l'usage du terme de communautarisme, parce que derrière ça, il y a évidemment cette idée que la République ne reconnaît que des individus. Bon, et cette notion est drôle et dans la mesure où un individu au sens de l'État et au sens de la République est une constitution du droit abstrait qui ne reconnaît que des citoyens sans distinction supposément de race ou de religion, etc. Donc on voit qu'en fait, l'individu émancipé, libéré des communautés dont on parle, est en fait complètement structuré et construit par l'appareil d'État. Ce qui montre qu'il est en un sens peu autonome et peu émancipé, si on veut reprendre les termes qu'on voudrait qu'on utilise. Je voudrais aussi dire qu'à mon avis, ce que ça dit, c'est que communautarisme, ça signifie quoi? Ça signifie en fait le rejet ou l'exclusion de toute communauté qui n'est pas en fait la communauté nationale, puisqu'en fait ça signifie ça, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une communauté ou une appartenance
à une communauté qui ne fait pas allégeance en fait à la nation et surtout ne reconnaît pas l'appartenance nationale comme une sorte d'absolu, qui primerait toutes les autres appartenances, c'est ce qu'on va appeler communautarisme. Bon, ce qui montre vraiment que effectivement la seule communauté légitime est la patrie. Ensuite, dans son discours, il y a aussi un classique, hein, tout ça c'est structurel, c'est qu'à mon avis, si je me souviens bien, ça intervient, cette notion du patriotisme républicain, ça intervient à un moment où il parle du mérite, en fait, hein, comme la seule voie de salut pour en gros, les minorités qu'aujourd'hui la gauche, etc., appelle racisées. Ça signifie, voilà, c'est une sorte d'appel à la dissolution dans la grande aventure de la méritocratie. Et ça s'arrête là. Et tout autre destin, c'est du communautarisme, du séparatisme, etc. Et je pense effectivement qu'il faut revenir à 2004, non pas que ce soit le commencement de quelque chose, mais il y a effectivement quelque chose de l'ordre du racisme d'État ou du fait qu'en fait l'islamophobie ait légitimé la dimension étatique du racisme. Voilà, c'est comme ça que je dirais, qui à mon avis est structurelle. Je pense même que cette notion de signe religieux dit quelque chose de la manière dont fonctionne ce qu'on peut appeler le racisme systémique. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça, parce que ça a trait à la logique du signe, et ça permet en fait aux policiers de suspecter qui est effectivement l'ennemi derrière tel ou tel masque, etc. Ce qui, à mon avis, est un dispositif de légitimation de la violence par les institutions qui est redoutable. Et en vérité, c'est ça qui fait problème aujourd'hui dans les débats encore. Hein. C'est pas racisme, évidemment. Tout le monde dit « Oh oui, mon Dieu, le racisme, c'est un problème ». C'est encore et toujours cette question institutionnelle. Donc voilà, après, son discours n'a rien du tout de surprenant en ce sens-là. Voilà. Mais Mohamed, pour rebondir sur le communautarisme, c'est aussi lié, chez nos opposants, c'est aussi lié à la façon dont ils prétendent lutter contre le racisme. Ouais. Macron peut reconnaître qu'il y a des discriminations, et notamment que le fait que des personnes ne peuvent pas accéder au mérite comme les autres citoyens, et ils prétendent que pour lutter contre ça, contrairement au communautarisme, il faut davantage de république, que la solution viendra en promouvant les valeurs de la France et surtout à travers son universalisme. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Déjà, moi, je suis pas tellement satisfait ou convaincu par le fait de parler en termes de république. Je pense que, en ce qui concerne l'État profond, la République est vraiment une forme superficielle de l'État profond. La France a été un empire pendant assez longtemps, et surtout à des moments très cruciaux hein, de la constitution du colonialisme. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à répondre là-dessus. En ce qui concerne l'universalisme, enfin, je veux dire, plus de république, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça ne signifie rien. Ça veut dire quoi? Plus de, je sais pas vraiment si j'aurais envie de lui répondre quoi que ce soit, très honnêtement, mais je dirais simplement qu'en termes d'universalisme, puisque ça fait partie du titre de votre question, si j'ai bien compris, enfin du titre de l'émission, pardon. Je dirais simplement que l'universalisme républicain, et il est intéressant d'ailleurs qu'il ait employé le terme de ordre républicain, qui est vraiment une expression intéressante, puisque ordre républicain veut dire rien d'autre que ordre public en définitive. L'ordre public, c'est évidemment, je veux dire, ce qu'on fait respecter et ce qu'on considère comme quelque chose qui prime en fait toutes les libertés, ce qui légitime effectivement tout un tas de violences systématiques et structurelles. Mais ordre républicain, ça signifie aussi que si vous n'adhérez pas aux valeurs de la République et que vous ne faites pas allégeance et que vous ne prouvez pas qu'en fait votre religion ou votre mode de vie est compatible avec la République, en gros vous êtes
légitimement victimes de la violence policière. En gros, c'est ça que ça signifie, à mon sens, ordre républicain. Plus de république, il me semble que ça signifie ça. Ça signifie plus d'injonctions à devoir faire allégeance à ces sortes de valeurs. J'ai jamais, moi, compris ce concept, par ailleurs, hein, c'est des valeurs républicaines. Il y a éventuellement des principes, bon, mais comme liberté, éventuellement, on peut dire que c'est un principe juridique, mais les valeurs, j'ai jamais compris. Donc, pour moi, c'est ce que ça signifie. Voilà. C'est ça que je dirais. Est-ce qu'il faut lui répondre? Moi, je pense que le terme clé, c'est justice, et je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est le fait que ici, parce que c'est vrai que moi, j'ai suivi ce qui s'est passé en France de loin. Les manifestations auxquelles j'ai participé, c'était aux États-Unis. Enfin, c'est à New York. Le fameux slogan. Pas de justice, pas de paix, et no justice, no peace, et me semble fondamentalement intéressant. Il montre d'une part qu'on peut rétorquer en disant que la justice est au-dessus de toutes les institutions possibles de cette justice. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, et au lieu de parler en termes de liberté, etc. Ensuite, il me semble qu'effectivement, ce qui est très intéressant dans ce slogan, c'est de dire que si vous voulez, le primat de la paix est dangereux, comme on sait, puisque c'est toujours une justification du primat de l'ordre. Voilà, primat de la justice contre primat de l'ordre, si vous voulez. Voilà, je dirais quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, Françoise ou Mehdi, est-ce que vous voulez réagir aussi sur cette notion de combattre le racisme par l'intégration à la République, l'intégration à la France, par l'assimilation, avec ce paradoxe, en gros, où l'État nous dit que pour quoi qu'il soit raciste, il faudrait qu'on soit tous pareils, grosso modo. Oh, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites qui étaient très pertinentes. La République, ça vient quand il n'y a plus rien à dire, parce que finalement, il faut bien masquer quelque chose, hein, c'est le maquillage. Et donc, c'est devenu le maquillage de la droite comme de la gauche depuis longtemps, pour cacher en fait une politique totalement d'inégalité et d'injustice. Donc, c'est un mot creux, la République, parce que de toute façon, derrière, il y a des constitutions, il y a des choses, il y a des institutions. Donc, il n'y a pas une chose qui s'appelle la République et qui se baladerait là avec des valeurs immémoriales qui traversent le temps et l'histoire. Comme on l'a rappelé, la République a été coloniale, elle l'est toujours. La République a toujours des territoires à travers le monde qu'elle colonise, donc qui lui sont dépendants. Elle mène des politiques impérialistes, elle mène des politiques d'intervention impérialiste partout. La République n'est pas quelque chose comme ça, une dame innocente. Donc ça, c'est de la rhétorique pure, creuse, absolument creuse, puisque derrière, finalement, ce qu'on nous annonce, c'est ah oui, alors attendez, je me battrai contre l'antiracisme, mais l'antiracisme, il est dévoyé par le communautarisme et le séparatisme. C'est ça les phrases importantes. Les phrases sur les valeurs de la République, le patriotisme républicain, c'est en fait les mots, le voile qui cache la réelle chose, c'est-à-dire vous serez l'antiracisme politique, les gens qui se battent contre la violence raciale, la violence raciste, etc. C'est vous qui serez visés. C'est ça, en fait, finalement, le discours derrière. Et là, sinon, bon, bah, ça, c'est des petites phrases, c'est un peu comme une espèce de chansonnette qu'on nous sert depuis des années, tout le monde, la droite, la gauche, c'est les valeurs de la République, et comme effectivement les valeurs de la République, on ne sait même pas ce que c'est en plus. On sait strictement, personne ne sait ce que c'est, ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire, les valeurs de la République. Il n'y a aucune. Donc, oui, je suis tout à fait. Je pense que ce qu'il faut plutôt, c'est regarder qu'est-ce que ça vient masquer et quelles sont les phrases qui sont dites derrière et qui, elles, annoncent plus d'ordre, plus de militarisation, plus de criminalisation, plus de répression. Parce que ça, c'est les phrases derrière. Tous les républicains ont toujours utilisé les valeurs de la République. Les républicains colonialistes, ils apportaient la République dans les colonies. Donc, de toute façon, cette République-là, il y a une décolonisation de la République, une déracialisation de ce terme qui n'a jamais été faite, quoi. On dirait qu'elle est blanche comme ça, c'est une petite chose tout à fait pure et innocente qui se promène au-dessus des siècles. Elle a trempé dans les crimes. Elle a trempé dans l'écrasement des insurrections ouvrières, des insurrections coloniales. Elle a trempé dans plein de choses, la République. Donc, elle a besoin vraiment, s'il y a des valeurs, elle a besoin vraiment de sérieusement entamer un vrai travail de se poser. Et n'oublions pas que la République dans laquelle nous vivons, la 5e, elle est née au cœur d'une révolution anticoloniale, de la guerre d'Algérie. Donc, elle est aussi en réponse à cet énorme tournant historique qui se faisait. Il fallait trouver comment
reconstruire une nouvelle république qui allait préserver les intérêts du capital et les intérêts du racisme. Mehdi, est-ce que tu veux ajouter un point sur ça? Juste un point, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui est important sur la question agitée, la question des communautarismes et séparatismes, c'est aussi, et ça c'est important, c'est la peur aussi d'une construction d'un pouvoir autonome social vis-à-vis de l'État, et le fait que ce pouvoir qui est autonome de l'État, qui est en gestation depuis des dizaines d'années, notamment sur l'immigration, qui a ses propres valeurs, et qu'en même temps fait une critique radicale des valeurs de la République réelle, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République. C'est-à-dire, c'est cette peur-là qui fait qu'ils veulent intimer l'ordre, si j'ose dire, que voilà, c'est la retour de la République, ses valeurs, c'est l'ordre républicain, et son rétablissement, il est nécessaire parce que quelque part, c'est comme s'il y a une perte au moins momentanée de contrôle sur ces populations à travers ces mobilisations massives et mondiales et transnationales. C'est-à-dire la République, elle a été déstabilisée par ce pouvoir d'agir des populations issues d'immigration et de leur soutien, et qu'il y a une volonté de reprise en main à travers un discours qui est de plus en plus fatigué maintenant. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions, et justement, là, je vais prendre une question qui a recueilli des likes là, dans la discussion. Il y a Émir qui demande peut-on voir les mobilisations actuelles du Sud, du Nord, comme la continuité des vagues de contestation qu'a connues l'année 2019 dans les pays du Sud? Le Covid-19 n'aurait-il été finalement que la mi-temps dans la contestation globale de l'impérialisme néolibéral? Donc, est-ce que vous voyez un lien avec les manifestations dans le Sud qui ont eu lieu durant l'année 2019, ou c'est une dynamique propre aux indigènes du Nord? Non. Enfin, moi, je vois des liens, je vois toujours. Moi, ce qui m'importe, c'est justement les circulations. On le sait, aussi, au début de Black Lives Matter, on sait qu'il y a des jeunes Palestiniens qui se sont mis en contact avec les militants de Black Lives Matter. C'est cette circulation. Non, je pense que c'est tout à fait important. Je pense que, en fait, les luttes dans le Sud global qui sont menées, évidemment, dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, en Palestine, en Asie, ailleurs, sont des luttes très, très dures, sont des luttes vraiment d'avant-garde qui sont dans des situations encore plus terribles que dans le Nord, et qui sont vraiment des luttes pour la dignité, pour la liberté, contre les injustices. Vraiment, c'est une question, la question de la justice environnementale, la justice reproductive. Et je pense que c'est en fait des luttes profondément radicales qui remettent en cause beaucoup de choses, beaucoup de formes d'organisation, de formes de lutte, et qui en fait sont le ferment de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est du Sud que nous apprenons, du Sud global que nous apprenons en fait comment lutter. Et que ce sont des luttes vraiment d'abord remarquables de contenu, remarquables dans leur forme, dans leur expression, dans ce qu'elles apportent aux théories de libération. Mehdi, tu voulais ajouter un point? Oui, d'abord, ce n'est pas la première fois. Par exemple, la guerre de libération au Vietnam a eu un impact sur le mouvement des droits civiques, par exemple, aux États-Unis. La guerre d'agression israélienne contre Gaza en 2008, fin 2008-2009 et en 2014, et la résistance héroïque du peuple palestinien à Gaza a un impact aussi énorme en France, parce que je me rappelle ces manifestations gigantesques, des dizaines de milliers de manifestations. En 2014, il faut savoir que les manifestations ont été aussi interdites. À l'époque, il y avait Valls au pouvoir. Je me rappelle de la bataille de Barbès, qui a été gagnée aussi par les manifestations contre le pouvoir de l'État. Donc, c'est aussi la mobilisation du Sud. Ils ont des répercussions, ils ont une résonance. C'est-à-dire, ils nous donnent aussi de la force pour nous. Et c'est ça aussi qui pose problème aussi notamment pour les pays du Nord. C'est le fait aussi, par exemple, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est une sorte du Bandung du Nord dans la rue
ce qui s'est passé aux États-Unis est arrivé en France, en Allemagne, en Angleterre, en Australie et dans d'autres pays. Et bien sûr, le cycle de mobilisation depuis des décennies, les défaites qu'a subi l'impérialisme américain en Irak, en Afghanistan et dans d'autres endroits, c'est aussi il y a un monde nouveau qui est un peu, c'est-à-dire dont on ne voit absolument pas pour l'instant un peu la trajectoire et la visibilité nécessaire, mais il y a un ordre qui est contesté dans les pays du Nord et aussi au sein dans les pays par les pays du Sud et au sein des pays du Nord. Et je me posais la question, vu les mobilisations qu'on a actuellement, est-ce que, d'après vous, on est devant une radicalisation de la question raciale? Est-ce qu'on est enfin passé d'un antiracisme moral à un antiracisme réellement politique? Et il y a une deuxième question qui découle de cette question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un risque de récupération des mobilisations antiracistes actuelles? Ou est-ce que vous pensez qu'on a assez bien retenu les leçons du passé? Mohamed? Oui, oui, je pense que oui. Mais d'abord, je voulais simplement réagir aussi à la question d'Émir. Oui. Je pense que oui aussi. C'est-à-dire que bon, moi j'ai été donc je suis enfin je participe aux manifestations là où je suis, mais j'ai aussi participé à certaines manifestations en Algérie. Et je pense que pour parler de points précis, je pense qu'il y a un lien entre les deux. La Dawla Madaniya, cette notion qui signifie, qu'on traduit parfois par État civil, signifie dans la bouche pas simplement des Algériens d'ailleurs, mais dans d'autres pays du dit monde arabe, une critique du primat du militaire sur le civil et du primat du militaire sur le politique. Donc c'est une critique en acte de la militarisation de l'État qui résonne tout à fait avec la critique de la militarisation de la police. Simplement, je voulais dire ça pour aller dans le même sens que mes camarades. Ensuite, oui, je pense que oui, on a affaire à une transition, si on veut, de l'antiracisme moral à l'antiracisme politique, mais rien ne nous assure qu'elle va réellement réussir et qu'on n'est pas en train de se payer de mots d'une certaine manière. Par quoi je veux dire que oui, l'antiracisme moral, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître qu'il y a des racistes, des individus racistes. Bon, ça, je pense que personne ne l'a jamais remis en cause. Et à partir de ça, on ne fait pas grand-chose à mon sens. L'antiracisme politique me paraît être la seule voie, si vous voulez, de salut d'une certaine manière, dans la mesure où il reconnaît qu'il y a une production étatique et institutionnelle de ce racisme. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui fait encore problème. Même si on entend maintenant les médias parler de racisme systémique. Mais systémique, ça dépend. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie exactement? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se payent de mots et qui disent oui, racisme systémique parce que le mot circule, mais qui en réalité sont incapables de... signifiant vide, si vous voulez, effectivement, qui sont incapables de penser à la nature de ce système. Donc, je pense qu'il faut rester très vigilant. Je pense que oui, il va y avoir un danger, il y a déjà un danger de réappropriation qui est du même ordre que la réappropriation culturelle. Ça me rappelle dans certaines manifestations ici, un certain nombre de pancartes qui, en fait, disent en substance quelque chose du genre « aimez les vies noires comme vous aimez la culture noire ». Bon, et à mon avis, cette critique, enfin ces pancartes, critiquent quelque chose qu'on connaît bien, qui est la réappropriation culturelle de la culture noire, qui n'a jamais réellement conduit à changer réellement la condition effective des Noirs. Je pense qu'il pourrait se passer quelque chose de la sorte, si vous voulez, du type « je suis antiraciste, je mobilise les catégories de l'antiracisme en parlant de racisme systémique, mais en vérité, ça n'est qu'une manière de rendre en fait ce langage appropriable et d'en faire quelque chose qui est de l'ordre de sorte de radicalité un peu cool de certains milieux de gauche blancs, et d'ailleurs blancs et pas seulement, mais oui, moi je pense vraiment que ça fait partie de choses qui peuvent se passer, qui sont probablement en cours et qui font partie qui font partie d'une forme de contre-insurrection sur laquelle, à mon avis, il faut être vigilant et rigoureux intellectuellement, tout simplement. Voilà. Ouais, on a déjà vu, si je peux me permettre, on a déjà vu des incroyables
rapidité avec les grandes compagnies de corporations, mais Clatter, je vais citer leur nom parce que je ne veux pas leur faire de publicité, mais très très rapidement, une espèce de corporate, une marchandisation très très rapide. Mais pour revenir aussi à ce que disait le camarade, ça me semble aussi bon, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un aspect libéral qui reprend. Et alors, si je peux sauter sur la question des statuts qui a été évoquée auparavant, là, parce qu'il pourrait avoir une réponse libérale à la question de la demande de déboulonnage des statuts, et la réponse libérale, c'est ajouter des statuts ou mettre des plaques. Et donc, on étoufferait tout l'espace avec des pleines statuts, mais ça ne règle pas du tout la question de l'antiracisme absolument qui est profond, du déni de l'histoire. C'est en fait la question ces questions sont liées à l'antiracisme politique profondément, c'est-à-dire une déconstruction, un démantèlement des institutions qui sont des institutions racistes, un démantèlement de la police, un démantèlement de l'État. Et donc, ce n'est pas du maquillage, de nouveau encore, ce n'est pas de rajouter 3 petites choses pour nous faire plaisir, de nous faire 3 petites statues ou 3 petites plaques. C'est vraiment profondément, en fait, une question de politique qui se pose, une question profondément politique qui n'a rien à voir avec... non seulement, effectivement, comme on le disait, je crois que ça a dépassé un peu la question de l'opinion, il y en a 2 ou 3 qui ont compris, mais alors ça serait effectivement un peu plus de gentillesse, quoi, un peu plus d'acceptation. Et que ça, c'est pas de la politique, ça, c'est du libéralisme, c'est un peu, oui, c'est de l'appropriation culturelle et puis de l'appropriation des luttes, de l'appropriation des corps, de l'appropriation des demandes. C'est la grande application de la politique de Thatcher, des individus. Donc il y aura, mais oui, on vous comprend, individu par individu, et on ne change pas profondément les structures d'oppression et d'inégalité, d'injustice. D'accord, donc il ne faut pas se contenter de déboulonner les statuts, mais aussi les structures. Mehdi? Oui, en fait, tel que nous, on analyse, en tout cas au pire, c'est que nous sommes dans une séquence historique un peu plus large on pourrait dire, ça veut dire, avec des moments très particuliers. Le premier moment qui me vient à l'esprit, c'est 1998, avec la très grande marche qui commémore en fait l'abolition de l'esclavage, en fait, où il y avait 40 000 personnes dans la rue, en majorité des Noirs. Donc c'était un moment très particulier. D'ailleurs, c'était un moment qui n'a pas été retenu par les médias. Il y a aussi la mobilisation, notamment contre la guerre en Irak, contre l'Afghanistan, les luttes contre les lois islamophobes en France en 2003-2004, et notamment à partir de 2005, l'émergence d'un antiracisme politique avec l'appel des Indigènes de la République en 2005, la création aussi de la BAN, la Brigade anti-homophobie en 2005, la constitution de la Voix des Roms en 2005, et en plus, la très grande en fait, révolte des quartiers en 2005. Ça représente un tournant très, très important. Et chemin faisant, à travers un certain nombre de manifestations, un certain nombre d'impositions d'un autre discours, d'une autre alternative politique, il va y avoir une sorte de recul de l'antiracisme blanc, notamment et universaliste, SOS Racisme, bien sûr qu'on a réussi à délégitimer, mais en plus le recul de la LDH, l'IMRAP, et cette fracture, on va réussir à la créer autour, par exemple, ça s'est vu d'une manière substantielle, par exemple, pour la mobilisation contre l'exposition Exhibit B, où d'un côté, l'IMRAP, la LDH, la LICRA et les autres associations antiracistes universalistes, ils vont être pour cette exposition-là, et l'antiracisme politique va se regrouper dans la critique radicale, y compris la critique d'un certain nombre d'intellectuels blancs, soi-disant réputés antiracistes. Je parle de Jean-Loup Absel et de Blanchard, par exemple. Et ces mobilisations avec les différentes marches de la dignité, les mobilisations de soutien au LKP, c'est-à-dire c'est une manifestation qui a réuni des dizaines de milliers de personnes en France, et les mobilisations pour la Palestine, et toutes les controverses, ce qu'on appelle la question de la mémoire et la question de l'histoire, tout cela va aboutir en quelque sorte à la construction d'un antiracisme politique
avec un regard idéologique très incisif. Et ça, c'est quelque chose, de mon point de vue, c'est un acquis. Mais un acquis, bien sûr, qui reste précaire, qui reste fragile. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être récupéré, mais c'est quelque chose, en fait, pour montrer le chemin parcouru. Et c'est aussi un acquis qui ne se fait pas seulement à travers le régime discursif de la République, l'égalité, fraternité, etc. Mais ce sont d'autres, en fait, discours alternatifs qui a émergé, qui a été imposé, libération, dignité, justice, par rapport à égalité, fraternité et liberté. Donc c'est l'émergence d'un pouvoir des subalternes, autonome de l'État, mais autonome aussi des associations promues par l'État. Bah, justement, pour continuer sur le risque de récupération et pour poser un peu une question un petit peu polémique, là, on a beaucoup de mobilisations avec beaucoup de manifestants, mais est-ce qu'il ne manque pas de mots d'ordre clairs? Est-ce qu'il ne manque pas de revendications? Est-ce que le manque de revendications ne risque pas d'être un frein? Bien sûr, on a certains mots d'ordre clairs comme la justice et la vérité pour les affaires de violence policière, mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus large et imposer certaines revendications claires, comme par exemple, je ne sais pas, la fin des contrôles policiers. Qui veut commencer? Mehdi? Oui, bah, je peux commencer. C'est-à-dire, en fait, moi, je pense que ces termes, justice, dignité, ils disent quelque chose de beaucoup plus profond, même même si elles ne se transforment pas en revendications, c'est-à-dire de type fin des contrôles policiers. Bien sûr, il y a des revendications comme cela, c'est-à-dire la fin d'un certain nombre de techniques utilisées par la police pour la violence. Moi, ce que je trouve intéressant dans la séquence actuelle, c'est l'émergence d'un discours qui délégitime complètement la police et que commence à penser la question de démantèlement de la police ou son abolition, ou au moins amoindrir un peu le personnel policier, amoindrir aussi son budget. Cette émergence, elle est un peu récente. Je me rappelle très bien que c'était une difficulté, y compris dans nos communautés, quand on parle de la question de la police, parce qu'on est traversé par des contradictions sur ce sujet-là. Et je trouve que récemment, il y a en fait, le discours, il est devenu un peu plus radical et qui commence à remettre en cause la fonction même de la police, qui sert un peu comme cadre en fait de l'ordre colonial et social. Je pense que les choses changent. Je pense aussi que on a affaire à des ennemis très très durs, très très durs, et qu'il faut donc se battre sans fin. Je pense qu'il faut oser aussi faire des sauts d'imagination et proposer des choses, l'abolition des prisons, le démantèlement de la police, d'arriver à penser au-delà que la vie paisible repose absolument sur la répression, l'emprisonnement, la police partout, l'armée, le tribunal, qu'on ose imaginer autre chose. L'utopie comme ça, libératrice, a toujours mené les combats, que ce soit des esclavagisés qui pensaient, alors que l'esclavage était tout à fait naturalisé, qui disaient non, ce n'est absolument pas naturel, nous construirons la liberté, un jour nous serons libres, un jour, et les colonisés, aujourd'hui les indigènes dans le nord, les peuples autochtones, partout dans le sud qui sont écrasés. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut imaginer aujourd'hui qui, comme vous le disiez, dépasse simplement la demande de justice, parce que même s'il y a une justice, ça sera une justice à l'intérieur du cadre juridique ambiant. Alors évidemment, on veut qu'il y ait de justice, mais cette justice, elle sera donnée par un tribunal. On sait ce que sont les institutions juridiques, on sait ce que c'est que la loi en France. On ne peut pas être là pour réclamer plus de lois punitives et répressives. Il faut donc, je pense, oui, et je suis d'accord là avec ce que
ce que Mehdi a dit, c'est-à-dire il faut aussi oser faire un saut quand même au-delà. Parce qu'on nous coince tout le temps dans des cadres très étroits de vous pouvez demander que ça. Vous ne pouvez pas demander plus loin, c'est absolument, c'est naïf, je sais pas, vous êtes... Non, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas naïfs. Nos ancêtres ne l'étaient pas, nos aînés ne l'étaient pas quand ils ont osé penser que oui, ils allaient se libérer et qu'ils allaient chasser. Donc il faut vraiment, je pense aujourd'hui, dans ce poids, dans ce couvercle que les pouvoirs partout autoritaires veulent mettre sur les luttes, et on le voit, la violence avec laquelle les pouvoirs répondent aux luttes, que ce soit en Asie, en Europe et ailleurs, il faut donc pouvoir se dire comment on va se libérer de cette société profondément violente, profondément raciste, qui ne vit que par l'imposition de la violence, et que la police n'est là que les mercenaires des classes dominantes qui veulent garder. Donc comment nous allons imaginer ce monde qui ne sera plus ce monde où finalement le meurtre fait la loi, la force fait la loi, et l'écrasement, l'exploitation. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir aujourd'hui aller au-delà, effectivement, de réclamer justice au sens de, effectivement, que les coupables soient punis, soient saisis. Mohamed? Non, moi je dirais simplement que oui, le danger de ce qui apparaît parfois comme du pragmatisme ou du réalisme, c'est le réformisme, et c'est d'avoir une résolution qui sera forcément une fausse solution, ou une solution à court terme de type procédural, judiciaire et procédural. Voilà, bon. Donc, je dirais que, c'est-à-dire avoir une procédure clean. Voilà. Et je pense que ça n'est pas une. Je dis pas que ça peut pas être utile à une certaine échelle. Simplement, on a affaire à un problème qui est structurel, qui est effectivement un problème de violence structurelle, et ce type de résolution, leur danger, leur ambiguïté, plutôt leur danger vient d'une ambiguïté qui est que à la fois, elles peuvent donner l'impression qu'il y a une résolution qui fait qu'en fait, ça éteint en vérité la critique et l'insurrection potentielle, et ce qui est toujours le problème du droit, à mon sens. Voilà. Je dirais simplement ça, mais ça va dans le sens de ce qui a été dit. Alors, on touche à la fin. Je vais poser une question d'un internaute. Après, je vais poser une dernière question avant de finir la conclusion. Donc, juste pour la question de l'internaute, s'il y a quelqu'un qui peut répondre de façon assez courte. On demandait ce que vous pensez de l'annonce de Julien de Normandie qui annonce faire des testings pour lutter contre les inégalités. Et donc, cette personne, Ribka, demande si ce ne sont pas juste des annonces cosmétiques. Donc, qui veut répondre à ça sur les testings? Mehdi répond. Mehdi? Moi, je pense que si on veut faire un saut qualitatif concernant la question en fait, du racisme, c'est qu'il faut en fait que les instances qui vérifient la question des racismes dans les entreprises, etc., soient entre les mains des personnes qui subissent le racisme. Généralement, ces instances-là sont dominées par les Blancs. C'est-à-dire, et ça, c'est un des éléments qu'on doit mettre, en fait, on doit essayer de mettre en œuvre, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au sein même des institutions qui contrôlent la police elle-même, c'est-à-dire que ça doit être aux mains de ces communautés, en fait, qui vérifient cela. On ne peut pas délaisser ces instances-là entre les mains de l'État ou entre les mains des entrepreneurs eux-mêmes, c'est-à-dire qui font en sorte que toutes les instances qui contrôlent la question des discriminations sont majoritairement blanches. Et ce n'est pas possible qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Moi, je pense que ça, c'est une revendication qu'on doit essayer de mettre de plus en plus en avant. Et je sais que c'est une revendication un peu difficile. Oui, en plus, le problème, c'est qu'on a déjà assez de preuves du racisme, que ce soit au travail, à l'accès à l'emploi. Maintenant, il s'agirait peut-être d'agir. Alors, une dernière question avant de passer à la conclusion. Donc là, on a vu qu'il y a une montée en puissance de la force indigène, des individus non blancs et du discours antiraciste. Mais en contre-coup, est-ce qu'on ne doit pas craindre une radicalisation du pouvoir blanc qui est même déjà en train de se faire? On l'a vu notamment la semaine dernière dans l'excellente émission que je vous invite à revoir sur le cas Onfray, qui
symbolise un peu ça, cette radicalisation du pouvoir blanc. Est-ce que la question raciale va pas être la question principale du champ politique dans les prochaines années et déjà en France pour les présidentielles de 2022 qui arrivent avec, comme je l'ai dit, le risque qu'il y ait une jonction des forces politiques blanches derrière un pôle qui va représenter le pouvoir blanc. Donc, est-ce que vous craignez ça ou pas, Mehdi? En fait, c'est pas, c'est-à-dire que la question raciale, elle s'est imposée sur le plan intérieur en France au moins depuis les années 2000. Ça veut dire avec la question de l'islamophobie qui était importante. C'est-à-dire on avait une contre-révolution coloniale à l'extérieur, donc c'est pour recoloniser le monde et pour revenir sur les avancées des luttes de libération nationale. Et de l'autre côté, on a une répression intérieure contre les colonisés de l'intérieur. Donc, il y avait la question de l'islamophobie. Et là, ce qui est important aussi, c'est que le retour aussi en force de la question de la négrophobie, c'est-à-dire la violence policière qui était aux États-Unis, c'est-à-dire les Black Lives Matter, c'est aussi la question de la négrophobie, c'est-à-dire qui est devenue à l'agenda d'une manière substantielle. Si on l'a vu d'ailleurs en plus avec les sans-papiers, avec les mobilisations contre les crimes policiers, avec un peu les mobilisations qui sont faites autour de ces questions-là. Moi, ce que je crains le plus, c'est que les franges les plus radicales de l'antiracisme politique soient plus ou moins isolées du reste de la dynamique contre la question des violences policières, sur la question des sans-papiers et d'autres. C'est ça ce que je crains. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Par exemple, la manifestation, le rassemblement qui a eu lieu, par exemple, à Concorde, très radical, qui était organisé par les associations et organisations noires autonomes, qui font le lien entre la question de la négrophobie, la France-Afrique, l'impérialisme et le colonialisme. Ce rassemblement, il a ciblé, c'est-à-dire il a ciblé en fait une campagne médiatique sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller à ce rassemblement, etc. Donc c'est ça ce que, pour moi, une des difficultés, c'est comment faire que cette dynamique-là, avec des acteurs pluriels, mais qui représentent une dynamique de l'antiracisme politique, reste unifiée, même avec des stratégies et des tactiques un peu différentes. Donc cette division, c'est une des tactiques qu'utilise le pouvoir. Bien sûr, il y a la question de la répression. On l'a vu avec le retour de l'ordre policier, avec le discours de Macron qui veut en quelque sorte un peu fermer la parenthèse antiraciste qui a trop duré. C'est-à-dire que c'est deux choses, répression et division. C'est les deux, en fait, pour casser cette dynamique-là. Moi, c'est ça ce qui est problématique. Donc, c'est un enjeu de construire une stratégie collective, même avec des acteurs qui ont peut-être des stratégies et des tactiques dans un contexte un peu particulier, un peu différent. On doit réussir à le faire, ça. Mohamed? Je voudrais retourner à la question des statuts en vérité, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites. En un mot, oui, je pense que c'est un réel danger et encore une fois, ça n'est pas un phénomène nouveau. Donc oui, il peut tout à fait y avoir une intensification de ce type de lutte et enfin, je veux dire, l'action violente, et là pour le coup terroriste de certains groupes suprémacistes blancs, ça a été le cas avec Christchurch par exemple, et à plein d'autres moments, oui, c'est totalement possible. Et, je veux dire, j'ai rien de plus à dire que ça, et je n'ai pas de don prophétique, donc je ne sais pas, mais je pense que c'est une possibilité. Voilà. Et je voulais simplement dire par rapport au statut je me réjouis personnellement et politiquement que la statue de Schulcher ait été déboulonnée et démantelée parce que ça montre tout simplement que une bonne vieille technique que je veux dire, j'apprendrai ça à personne autour de cette table virtuelle, à savoir que l'abolitionnisme libéral républicain, qui est aussi un abolitionnisme blanc, le fait qu'une figure clé de cet abolitionnisme-là est démantelé, je trouve que c'est quelque chose dont on devrait se réjouir. Voilà, c'est tout simplement. Vergès, Françoise Vergès. Oui, je dirais
déjà, par exemple, quand on dit question raciale, on pourrait voir du côté du pouvoir blanc plusieurs réponses. Alors, il y aurait ceux qui diraient il va y avoir une guerre raciale, il y aura la guerre raciale. La pacification, la question de la pacification, de l'intégration et de la division, comme le disait Mehdi. Je pense que oui, il y a l'enjeu de faire de l'antiracisme politique une vraie stratégie politique de libération. Et là, et je pense qu'elle doit s'élaborer, elle est là, il y a déjà des tas d'éléments, mais effectivement, il faut surmonter quand même pas mal de choses. Je pense que, oui, pour revenir à ce qu'il vient de dire sur les statuts, c'est qu'est-ce qui fait scandale aussi, parce qu'à la Martinique, ce qui faisait scandale, c'est que 2 statuts de Schœlcher soient tombés, mais pas le fait que ce soit une région de France où le taux de mortalité infantile est 3 fois plus élevé qu'en France, où le taux de cancer de la prostate est un des plus élevés au monde, où il y a 50% de la jeunesse qui s'en va, où c'est une île qui se vide. Ce que Césaire appelait le génocide par substitution est en train de se passer en Martinique. On fait partir les jeunes et on fait venir les blancs, ce qu'on appelle les oreilles de France, pour qu'ils vivent un peu au soleil. Donc on a vraiment des questions là vraiment qui se posent de redistribution dans le monde, de nouvelles aussi politiques démographiques pour de contrôle des naissances. Tout cela, c'est ensemble. Je pense que la lutte de l'antiracisme politique doit vraiment prendre à corps non seulement la question de la violence policière, mais la question effectivement de ce qu'a posé le Covid, de la question de la santé. Pourquoi la santé est racialisée? Pourquoi les racisés n'ont pas accès à une bonne santé, à une bonne nourriture? La question des sans-papiers, la question du contrôle, la question même de la respiration, puisqu'on voit qu'on ne peut plus respirer, que ça a à voir, et justement à Cambridge, directement à cause des crimes policiers, mais aussi à cause de tout ce que les populations racisées, les communautés racisées sont soumises, la violence qui est soumise. Donc je pense que cette question de l'antiracisme politique doit effectivement se formuler au-delà de simplement la question évidemment tout à fait respectable de se battre contre des choses très précises, mais de voir en quoi nous sommes pris dans un incroyable réseau de violences qui s'étendent sur le monde, et comment donc ce que disait même les questions, comment nous allons nous saisir de ces outils pour lutter contre les discriminations. Enfin, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment la question, elle ne peut pas être que locale, elle est comment relancer un internationalisme, un antiracisme politique international, comment relancer les luttes, comment relancer les solidarités, comment vraiment leur faire peur, leur foutre absolument la trouille totale au niveau global. Et comme ils ont toujours, et effectivement, ils ont peur. N'oublions pas cela. Ils ont leurs mercenaires, ils ont l'armée, ils ont le tribunal, ils ont la police, mais ils ont peur. Et ben justement, et pour servir de conclusion, je voulais vous demander, là, donc, comme on l'a dit, on est dans un contexte historique important et on a de grandes mobilisations antiracistes. Et ce qu'il faut noter aussi sur ces mobilisations, c'est qu'il y a énormément, en tout cas en France, il y a énormément de jeunes, notamment des lycéens. Donc je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous êtes optimiste en tant que militant raciste sur l'avenir et sur l'avenir de la cause antiraciste? On commence par toi, Françoise. Moi, je trouve toujours qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je ne sais pas si ça veut dire optimisme, mais je trouve qu'il faut chaque matin se lever et puis lutter, quoi, continuer à lutter. Mais voilà, je pense, oui, optimiste, parce que ce qui me frappe, c'est que partout, tout le temps, à tout moment, dans un coin de la terre, partout, chaque jour, à chaque minute, des gens se lèvent pour se battre. Partout, 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 quel que soit le régime autoritaire, policier, on se bat. On se bat pour la justice, on se bat pour la liberté. Et ça montre que c'est inextinguible, que ça ne peut jamais s'éteindre, que c'est toujours là. Et que malgré la force et malgré la puissance des armes, ça ne meurt jamais. Donc voilà. Mohamed? Que par rapport à la jeunesse des mobilisations, c'est ça la question? Ouais. Oui. C'est bon signe. C'est bon signe. Je peux dire simplement que c'est bon signe et ça montre que quelque chose change de manière réelle. Ensuite, je pense aussi que vu que tu faisais mention
des résistances, enfin des groupes d'organisation en fait néofascistes, etc. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de jeunes qui ont un désir de police, qui ont un désir de violence légitime, et je pense pas d'ailleurs que l'explication d'un certain nombre de jeunes, c'est-à-dire de devenir policier, soit réductible à une explication social, de type matérialisme un peu facile, du type ils sont pauvres, donc ils s'engagent dans la police. Non, je pense qu'il y a aussi un désir de pouvoir exercer la violence, donner licence à une certaine forme de perversion sexuelle, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit à certains endroits, des espèces de désir de vengeance comme ça, d'avoir au fond le label protecteur de l'ordre public, etc. Je pense que ça existe aussi, et je pense que ça existe aussi chez beaucoup de jeunes, mais c'est intéressant et d'une certaine manière, oui, encourageant et libérateur de voir qu'en vérité, évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes. Mais il est possible que dans la jeunesse, il y ait une sorte de fracture qui est probablement de plus en plus visible et qui va peut-être aller en s'intensifiant. On verra. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et pour terminer, Mehdi? En fait, pour montrer quand même l'intérêt de l'action militante, du travail que font les communautés, c'est juste pour prendre en fait l'exemple que le déboulonnage des statuts, c'est quelque part notre réponse à la loi du 23 février 2005, qui a institué en fait l'enseignement du rôle positif de la colonisation. Et que maintenant, au cœur même de la métropole, c'est-à-dire leur histoire à eux, esclavagiste coloniale, on est en train de la déboulonner. Ils voulaient nous séparer de notre histoire. On la récupère comme histoire de résistance à cet ordre-là, et au sein même de leur métropole en même. Il y a une autre, la question des violences policières, c'est-à-dire, je vais juste rappeler que pendant des années, c'est très, très difficile, très, très dur. Moi, je me rappelle des rassemblements, on était 50, on était 100, on était 150. Et c'est très difficile. Et quand je vois qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes maintenant dans la rue sur cette question, et comment cette question de violence policière, elle a été connectée entre la question de la négrophobie, la question de l'islamophobie, de la homophobie et d'autres questions aussi. Cette manière, quand on l'a agencée de manière politique, c'était très difficile au début, je me rappelle très bien. Donc, je vois le chemin parcouru. Je vois, par exemple, la revendication des réparations. Elle apparaît de plus en plus, et même elle est de plus maintenant légitimée par un certain nombre d'intellectuels blancs comme Piketty et d'autres. C'est-à-dire, ça montre en fait que cette question aussi de la réparation devient de plus en plus importante. La question des dettes concernant les pays du Sud, elle commence aussi avec le Covid, commence aussi depuis de longues années, on commence à s'approprier ces questions-là. Donc en fait, c'est compliqué, c'est pas facile parce que notre stratégie de libération, en fait, elle se construit en fait avec des moments et des espaces de lutte qui sont un peu parfois distincts. Ça inclut séparation, cohabitation, alliance, conflit. C'est ce que nous, on appelle en fait une lutte avec, contre et séparément. Donc, et on vit dans ces moments-là. Et c'est à partir de ces éléments-là, d'une manière un peu historique, on essaie de faire émerger notre pouvoir et notre stratégie, notre utopie de libération afin de changer les choses. Eh ben, on va terminer là. Merci Mohamed Amer Méziane. Merci Mehdi Mefta. Merci Françoise Vergès. Françoise, j'ai aussi vu que tu avais un très très beau t-shirt. Un très très beau t-shirt. Voilà, très très beau. Donc, on va s'arrêter là. Juste 2-3 mots pour nos auditeurs. Donc, déjà, merci d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas toujours à la partager. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à aussi liker la page pour ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire des dons en vous rappelant que nous sommes tous des bénévoles à PDH. Donc, vous pouvez nous faire des dons via le lien qui s'affiche à l'écran. Et ben voilà, il me reste qu'à vous dire merci à tous les trois. Vous êtes la bienvenue sur PDH. Merci. Merci. Ah oui, pardon. Et je fais une petite promo parce que c'est aussi le thème, le thème de l'émission. C'est le livre de Alana Lantin, Why Race Still Matters, pourquoi la race importe toujours, qui est sorti et qui est pile dans le ton du contexte actuel et qui est notamment préfacé par Ourial Boutelja. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine pour la prochaine émission de La Perme.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.